Elle n'est rien ici. Qu'elle dîne avec les serveurs, a gloussé la femme de mon frère. Ma mère a détourné le regard. J'ai souri et j'ai pris mon téléphone. Annuler l'accord. 3 mots et leur avenir à 30 millions d'euros a disparu. Mon frère était pétrifié. Ma mère, livide. La mariée ne respirait plus. J'ai quitté la table. Ils ont tout perdu. C'est l'histoire de la façon dont ils ont essayé de m'effacer, et comment, à la place, j'ai effacé leur monde. Bonjour à tous, et merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Avant de plonger dans les détails de cette journée qui a tout changé, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Maintenant, revenons à ce fameux mariage. Tout a commencé un mardi après-midi gris et pluvieux, par le son discret d'une notification sur mon ordinateur. Un email. Le genre de mail que l'on pourrait facilement ignorer, noyé dans le flot quotidien des spams et des newsletters. L'objet était d'une simplicité administrative, invitation, mariage Antoine Dubois et Sophie Laurent. Il ne venait pas de mon frère, Antoine. Il ne venait même pas de Sophie. Il venait d'une adresse générique, secrétariat.laurent@gmail.com, probablement celle de son assistante. La politesse du message était si glaciale, si corporative, qu'elle en devenait une agression passive. J'étais une tâche administrative sur une longue liste, une formalité à expédier. En lisant les mots, une boule de glace s'est formée dans mon estomac, dure et douloureuse. Le lieu, bien sûr, était le domaine du Boivin. Notre maison. Le sanctuaire de mon enfance, le fruit du labeur de mon père, et le champ de bataille silencieux de ma vie d'adulte. Sur la route qui serpentait à travers les collines verdoyantes de la Gironde, les souvenirs m'assaillaient à chaque virage. Le paysage, baigné d'une lumière dorée de fin d'après-midi, était d'une beauté à couper le souffle, mais je ne le voyais qu'à travers un voile de mélancolie. Je me souvenais de mon père, de ses mains calleuses mais infiniment douces, me montrant comment tailler un CEP de vigne. Tu vois, Chloé, disait-il, son souffle sentant le café et la terre, il ne faut pas avoir peur de couper. Il faut enlever le vieux bois pour que le nouveau puisse grandir, plus fort. Une leçon que je n'avais pas encore pleinement comprise à l'époque. Il m'avait tout appris, non pas dans une salle de classe, mais ici, au milieu des rangs, sous le soleil et la pluie. Antoine n'avait jamais partagé cette passion. Pour lui, le vignoble était un décor, un accessoire de son ambition. Il aimait l'image du « gentleman vigneron », les photos dans les magazines, les dîners mondains à Paris. Il pouvait parler pendant des heures de la « marque » du bois, de notre « storytelling », mais il aurait été incapable de vous dire si l'année serait bonne en regardant simplement la couleur du ciel. Il vendait une histoire qu'il n'avait pas vécue, un vin qu'il n'avait pas créé. Sophie était son reflet parfait. Fille d'un riche industriel, elle voyait le domaine comme on regarde un tableau de maître. Un bel investissement, un symbole de statut social à accrocher à son bras. Depuis le début de leur relation, elle s'était comportée non pas comme une future membre de la famille, mais comme la nouvelle directrice générale. Elle remettait en question mes décisions techniques, suggérait des changements marketing absurdes, et me regardait toujours avec un mélange de pitié et de mépris. J'étais, à ses yeux, la vieille fille de la campagne, un vestige du passé qu'il fallait poliment tolérer en attendant de pouvoir s'en débarrasser. Alors, pourquoi y allais-je? La question tournait en boucle dans ma tête. Par devoir? Par habitude? Ou peut-être par une sorte de masochisme, une envie de voir jusqu'où ils oseraient aller. Mais la vraie raison, je le savais, c'était mon père. J'y allais pour lui, pour l'homme qui avait mis son âme dans cette terre. Je me disais que je pouvais bien supporter quelques heures de fausseté pour honorer sa mémoire. En arrivant devant le grand portail en fer forgé, surmonté des initiales, DDV, que j'avais dessinées avec lui quand j'étais enfant, mon cœur s'est serré. Je me suis garé à l'écart, entre une Porsche et une Bentley, ma modeste voiture semblant presque s'excuser d'être là. Je pensais que ce serait juste une journée difficile, une épreuve de plus. Je ne savais pas encore que ce serait le jour où tout allait basculer, le jour où la patience, usée jusqu'à la corde, laisserait enfin place à la justice. Dès l'instant où j'ai posé le pied hors de ma voiture, un froid subtil m'a enveloppé, un froid qui n'avait rien à voir avec la météo.
Le personnel du domaine, des gens que je connaissais depuis toujours, des hommes et des femmes dont je connaissais les enfants et les petits tracas, semblaient soudain atteints d'une étrange maladie, ils ne pouvaient plus croiser mon regard. Jean, le maître de chai, qui m'avait appris à reconnaître un vin bouchonné à 20 pas, a soudainement trouvé un intérêt passionné pour l'examen d'un pneu de la voiture voisine. Marie, la responsable de l'accueil, m'a adressé un sourire si crispé et si fugace que c'en était douloureux, avant de se plonger dans ses fiches avec une concentration de tous les instants. C'était une conspiration du silence, une directive non dite mais parfaitement exécutée. Chloé Dubois n'est pas la bienvenue. J'ai traversé la cour d'honneur, mes talons résonnant sur les pavés centenaires. La décoration était à l'image de Sophie, opulente, glaciale et sans âme. Des kilomètres de rubans de soie blanche pendaient des arbres, leur donnant l'air d'être des fantômes endimanchés. Des compositions florales gigantesques, composées de roses blanches et de lys, exhalaient un parfum lourd, presque funèbre. Tout était parfait, trop parfait. La maison de mon père, autrefois un lieu de vie, de rire et de travail, avait été transformée en un décor de magazine, aseptisé et sans chaleur. Ma mère, Élise, se tenait au centre de l'agitation, telle une reine dans sa cour. Sa robe lavande, sans doute choisie par Sophie, la rendait pâle et rigide. Quand elle m'a vue, son visage a trahi une brève seconde de panique avant de se composer en un masque de joie forcée. « Chloé, ma chérie, quelle bonne surprise !» a-t-elle lancé, sa voix montant d'une octave. La surprise était révélatrice. Elle s'est approchée, m'a effleuré les joues de ses lèvres froides. « Tu es sobre » a-t-elle commenté en examinant ma robe simple mais élégante, une critique à peine déguisée. « Va donc prendre une coupe. Essaie de te mêler un peu aux invités. » Puis, sans attendre ma réponse, elle a tourné les talons pour saluer un couple d'âge mûr, visiblement plus important. « Essaie de te mêler. » Comme si j'étais une invitée timide, et non la fille de la maison. J'ai cherché Antoine du regard. Il était là, au centre de tout, comme toujours. Il riait fort, une main sur l'épaule d'un homme politique local, l'autre tenant fermement la taille de Sophie. Il était dans son élément, le paon faisant la roue. Nos regards se sont croisés. J'ai vu une lueur dans ses yeux, pas de la joie, mais de l'agacement. Il m'a fait un signe de tête si bref, si dédaigneux, que c'était pire qu'une absence de salut. Sophie, elle, m'a simplement ignoré, comme si j'étais une partie du décor, un arbuste ou une statue. Le moment de passer à table est arrivé. Un immense miroir doré, encadré de fleurs, servait de plan de table. Les noms étaient calligraphiés en lettres d'or, dansant sur la surface réfléchissante. Mon cœur a commencé à battre plus fort alors que je cherchais mon nom. Table d'honneur, Antoine, Sophie, nos parents. Logique. Table 2, 3, 4. Des noms que je reconnaissais, des partenaires, des amis, des membres de la famille. J'ai parcouru la liste une fois. Rien. Une deuxième fois, plus lentement, pensant que mes yeux m'avaient trompé. Toujours rien. Mon nom n'était pas là. Ce n'était pas un oubli. C'était un acte délibéré, une façon de me dire, tu n'as pas ta place parmi nous. J'ai senti le sang refluer de mon visage. Une jeune organisatrice de mariage, avec un casque audio et un air affairé, passait par là. Je l'ai arrêtée, ma voix sonnant étrangement calme. « Excusez-moi, il doit y avoir une erreur. Je ne trouve pas mon nom. » Elle a regardé sa tablette, a tapoté l'écran, son sourire professionnel se fissurant. « Ah, mademoiselle Chloé Dubois. Oui, il y a eu un petit ajustement. Votre table est, au fond. Suivez-moi, s'il vous plaît. » Son ton était plein de pitié. Elle savait. Tout le monde savait. Elle m'a conduite à travers les tables magnifiquement dressées, sous les regards curieux des invités, jusqu'au fond le plus reculé de la tente. Assise là, sur cette chaise bancale, je pouvais sentir les regards condescendants. Mais le pire n'était pas encore arrivé. Le vrai coup de poignard allait venir de la personne qui souriait le plus ce soir-là. Ma table était une insulte matérialisée. Une petite table ronde, à peine assez grande pour une personne, recouverte d'une nappe en papier qui n'avait pas été repassée. Elle était littéralement collée aux tentures qui séparaient la zone de réception des cuisines. Le bruit était incessant, le fracas des assiettes,
les ordres aboyés par le chef de cuisine, le grincement des portes battantes. Une odeur de graisse chaude et de déterge flottait dans l'air, se mêlant bizarrement au parfum délices. C'était une exclusion sensorielle autant que sociale. Il ne m'avait pas seulement mise à l'écart, il m'avait placée dans les coulisses, avec le personnel de service. Je me suis assise, le dos aussi droit qu'une barre de fer. J'ai refusé de regarder autour de moi, de chercher des regards de pitié ou de moquerie. J'ai fixé le mur de la tente, un simple mur de toile blanche, et j'en ai fait mon univers. Je me suis concentrée sur les motifs du tissu, sur la façon dont la lumière des lustres filtrait à travers, créant des ombres dansantes. C'était un exercice de survie mentale, une façon de me dissocier de la réalité humiliante de ma situation. Les discours ont commencé, amplifiés par des haut-parleurs qui grésillaient légèrement près de ma tête. Le père de Sophie a parlé d'affaires, de croissance, de parts de marché. Il n'a pas parlé d'amour ou de bonheur, mais de la fusion de deux marques puissantes. Ma mère a pleuré, comme prévu, en lisant un poème mièvre sur l'envol des enfants d'unifamilial. C'était une performance, et elle jouait son rôle à la perfection. Puis Antoine s'est levé. Il a attendu, savourant les applaudissements, le silence qui s'est fait. Il a commencé par une plaisanterie sur le stress du mariage, qui a fait rire la foule. Puis il est devenu sérieux. Il a parlé de l'héritage, de la lourde charge que notre père lui avait laissée. Mon père a construit les fondations, a-t-il dit, sa voix pleine d'une émotion calculée, et il m'a appris que pour bâtir il faut être audacieux. Aujourd'hui, avec ma magnifique épouse Sophie, nous ne nous contentons pas de reprendre le flambeau. Nous allons construire un phare qui illuminera le monde du vin. La métaphore était pompeuse, mais efficace. Personne dans la salle ne savait que le véritable architecte de la reconstruction était assis à côté des poubelles. Le dîner a été servi. C'est à ce moment-là que Sophie a décidé que mon humiliation n'était pas encore complète. Elle s'est levée de la table d'honneur, sa robe en soie bruissant sur le sol, prétextant aller saluer une vieille tante. Son itinéraire, bien sûr, l'a conduite directement vers moi. Elle s'est arrêtée, son groupe d'amis formant un demi-cercle derrière elle, comme des dames d'honneur d'une reine malveillante. Elle m'a regardé de haut, son sourire brillant sous les lumières. Elle a attendu qu'il y ait un silence entre deux morceaux de musique. Puis, elle a parlé, sa voix n'étant pas un murmure, mais une proclamation, assez forte pour être entendue par au moins 4 tables. Elle n'est rien ici. Qu'elle dîne avec les serveurs. La phrase a claqué dans l'air comme un coup de fouet. Un silence stupéfait a suivi, immédiatement brisé par les rires aigus de ses amis. J'ai vu des gens se pencher vers leurs voisins pour chuchoter. J'ai vu des sourires en coin. J'ai levé les yeux vers la table d'honneur. Ma mère a baissé la tête et a commencé à couper son homard avec une concentration extrême. Antoine a levé son verre vers un invité, le visage tourné, un sourire crispé plaqué sur ses lèvres. Personne. Absolument personne n'a réagi. Leur silence n'était pas de la gêne. C'était de la complicité. À cet instant précis, une clarté froide et tranchante a envahi mon esprit. La douleur a disparu, remplacée par une certitude absolue. Ces gens n'étaient pas ma famille. Ils étaient mes ennemis. Et ils venaient de me déclarer la guerre. Alors, j'ai souri. Un sourire lent, délibéré, qui est parti de mes yeux avant d'atteindre mes lèvres. Un sourire qui disait « Merci. Merci de m'avoir enfin montré qui vous êtes vraiment. Je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous auriez fait à ma place. Face à une telle attaque, auriez-vous crié? Pleuré? Ou seriez-vous resté silencieux? Dites-le moi dans les commentaires, car je pense que nous avons tous une limite, et j'aimerais savoir où se situe la vôtre. » Leur rire résonnait dans mes oreilles. À cet instant, ce n'était plus de la tristesse que je sentais, mais une sorte de calme glacial. Ils pensaient m'avoir brisé, mais ils venaient de réveiller quelque chose qu'ils auraient dû laisser endormi. Mon sourire a agi comme un jet d'eau glacée sur l'hilarité ambiante. Les rires se sont éteints, laissant place à une curiosité méfiante. Sophie, qui s'attendait à des larmes ou à une fuite honteuse, m'a regardé avec une expression de pure incrédulité. Son plan venait de dérailler. Elle voulait me voir faible et vaincue, au lieu de cela, je lui offrais une image de force tranquille qu'elle ne pouvait ni comprendre ni supporter. Ses amis,
sentant le malaise de leur reine, ont cessé de glousser et ont commencé à chuchoter entre elles. Je n'ai pas dit un mot. Le silence était mon arme la plus puissante. J'ai maintenu mon sourire, en la regardant droit dans les yeux, jusqu'à ce qu'elle soit la première à détourner le regard, visiblement mal à l'aise. Elle a marmonné quelque chose à ses amis et s'est éloignée, essayant de prétendre que rien ne s'était passé. Mais il était trop tard. La dynamique de la soirée venait de basculer. Lentement, avec des gestes d'une précision théâtrale, j'ai posé ma serviette sur la table. J'ai glissé ma main dans ma pochette en cuir noir. Mes doigts ont effleuré la surface lisse et froide de mon smartphone. Chaque mouvement était calculé, chaque seconde était savourée. J'étais consciente des regards qui convergeaient vers ma petite table isolée. J'étais devenue, malgré moi, le centre d'attention. J'ai sorti mon téléphone. L'écran s'est allumé, sa lumière bleutée projetant des ombres étranges sur mon visage. Je n'ai pas eu besoin de chercher dans mon répertoire. Le numéro était le premier de ma liste de favoris. David Chen. Directeur des investissements pour l'Europe, Global Beverage Group. L'homme qui tenait l'avenir de mon frère entre ses mains. Mon pouce a survolé l'écran. J'ai senti le poids du regard d'Antoine, même à cette distance. Il ne me regardait plus avec agacement, mais avec une inquiétude grandissante. Il me connaissait assez pour savoir que ce calme était plus dangereux que n'importe quelle crise de colère. Il savait que je n'étais pas du genre à faire des gestes vides de sens. J'ai appuyé sur l'icône verte. Le téléphone a sonné dans mon oreille, une seule fois, avant que la voix calme et posée de David ne retentisse. « Chloé. Tout va bien ?» Il savait que je ne l'appellerais pas un samedi soir sans une raison impérieuse. « Tout va parfaitement bien, David, » ai-je répondu, ma voix d'une clarté surprenante, sans le moindre tremblement. « Je suis désolée de vous déranger en plein week-end, mais j'ai une instruction urgente pour vous et pour le conseil d'administration. » Je vous écoute, Chloé. Nous sommes prêts. Il avait dû anticiper une complication. J'ai fait une pause. Une pause de 2 secondes, juste assez longue pour que le silence soit assourdissant. J'ai balayé la salle du regard. Sophie, qui avait rejoint la table d'honneur, me fusillait du regard. Ma mère se rongeait les ongles, une habitude qu'elle n'avait que lorsqu'elle était terrifiée. Mon frère me fixait, son visage un masque de peur et d'incompréhension. Puis, j'ai prononcé les 3 mots. 3 mots qui ont agi comme une détonation silencieuse. 3 mots qui ont redéfini le pouvoir, la famille et l'avenir. Annuler l'accord. Il y a eu un bref silence à l'autre bout du fil. Pas d'hésitation, juste une confirmation. Êtes-vous absolument certaine, Chloé? C'est une décision irréversible. Je n'ai jamais été aussi certaine de quoi que ce soit de ma vie, David, ai-je affirmé, ma voix ferme comme l'acier. Procédez immédiatement. Envoyez la notification officielle à toutes les parties concernées. Bien reçu, a-t-il dit, son ton purement professionnel. Considérez que c'est fait. Nous vous contacterons lundi matin. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table. Et j'ai attendu, en sirotant mon verre d'eau. La réaction en chaîne a été plus rapide que je ne l'avais imaginé. D'abord, un bip discret sur le téléphone du père de Sophie. Il l'a regardé, a froncé les sourcils, puis l'a montré à son voisin, un banquier d'affaires. Le visage du banquier est devenu blême. Puis, ce fut une cascade. Les smartphones ont commencé à vibrer et à sonner sur toutes les tables importantes, comme un essaim de cigales électroniques. Un murmure a commencé à enfler, se propageant de table en table. Antoine a sorti son téléphone, son visage passant de l'incompréhension à l'horreur pure en l'espace de 3 secondes. Il a levé les yeux vers moi, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Il a compris. Il a enfin compris. Le silence est tombé sur la réception. Le téléphone d'Antoine a vibré. Puis celui de Sophie. Leurs visages ont changé. La panique a remplacé l'arrogance. Et ce n'était que le début de leur cauchemar. Alors que je me levais, ma chaise raclant le sol dans un bruit qui a semblé résonner dans toute la tente, mon esprit s'est détaché du présent. Je ne voyais plus les visages stupéfaits, je n'entendais plus les chuchotements choqués. J'étais de retour 5 ans en arrière, dans la pénombre humide de la grande cave du domaine.
L'odeur de la terre, du vin et du désespoir était si forte qu'elle me prenait à la gorge. Notre père était mort depuis à peine un mois, et son rêve était en train de mourir avec lui. Le mildiou, ce champignon insidieux, avait profité d'un printemps anormalement humide pour dévaster nos vignes. Les feuilles se couvraient de taches jaunâtres avant de se dessécher et de tomber, laissant les grappes de raisins nus et vulnérables, grillant sous le soleil d'été. La production de l'année était déjà compromise, mais le vrai danger était pour la survie même des cèpes. Je me souviens d'une réunion de crise dans le bureau de mon père. Le banquier, Monsieur Durand, un homme au visage aussi gris que son costume, avait étalé nos comptes sur la table. Les chiffres étaient écarlates. Antoine, avait-il dit d'une voix dénuée d'émotion, la banque ne peut plus vous suivre. Sans une injection de capital ou une garantie solide, nous serons obligés de demander le remboursement anticipé de vos prêts. Antoine était assis en face de lui, affalé dans le grand fauteuil en cuir de notre père. Il était l'ombre de lui-même, les yeux cernés, le regard vide. Il a murmuré une proposition, vendre la parcelle des ancêtres, notre plus beau terroir, celui que notre arrière-grand-père avait planté. C'était un sacrilège, une amputation. C'était la solution de la facilité, la solution d'un homme qui a peur. Ce soir-là, après le départ du banquier, j'ai confronté Antoine. On ne vendra pas cette parcelle. Jamais. Il m'a regardé avec des yeux pleins de larmes et de colère. Et on fait quoi, Chloé? On prie? On attend un miracle? Non, ai-je répondu, ma voix plus assurée que je ne me sentais. On se bat. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai puisé dans les vieux carnets de mon père, des trésors de sagesse agronomique. J'ai passé des nuits entières sur Internet, à contacter des chercheurs, des vignerons qui avaient fait face à des crises similaires. J'ai découvert des traitements alternatifs, des bouillies à base de cuivre et de soufre, des décoctions de plantes. J'ai mis en place un plan de bataille. Le lendemain, à 5 heures du matin, j'ai réuni tous les employés du vignoble. Beaucoup étaient là depuis plus longtemps que mon âge. Je leur ai exposé mon plan. Il y a eu du scepticisme. C'était radical, non conventionnel. Mais ils ont vu dans mes yeux une lueur qu'ils n'avaient pas vue dans ceux d'Antoine, la détermination. Ils ont accepté de me suivre. Pendant des mois, notre vie a été rythmée par les traitements. C'était un travail éreintant, physique. Mais lentement, miraculeusement, les vignes ont commencé à répondre. La maladie a reculé. Pendant ce temps, il fallait faire rentrer de l'argent. J'ai eu une idée. Une petite parcelle de vieilles vignes, grâce à son exposition et à son drainage, avait été presque entièrement épargnée. J'ai décidé de vinifier ces raisins séparément. J'ai utilisé mes propres économies pour acheter des bouteilles et des bouchons de haute qualité. J'ai dessiné l'étiquette moi-même, une simple feuille de vigne stylisée, avec le nom « Cuvée Résilience ». J'ai rempli le coffre de ma voiture de carton et j'ai commencé ma tournée. J'ai été rejeté par les grands distributeurs. Mais les petits cavistes, les sommeliers passionnés, eux, m'ont écouté. Je ne leur ai pas vendu un produit. Je leur ai raconté une histoire, celle de notre combat. Je leur ai fait goûter le vin. Il était exceptionnel, concentré, vibrant d'une énergie nouvelle. Ils ont acheté. Quand la cuvée Résilience a remporté une médaille d'or inattendue au concours général agricole de Paris, tout a changé. Les journaux en ont parlé. Les commandes ont explosé. C'est à ce moment-là qu'Antoine est sorti de sa léthargie. Il a vu le succès et, comme un coucou, il a fait son nid dedans. Il est devenu le visage de la résilience, donnant des interviews, expliquant sa philosophie. Mon nom n'était qu'une note en bas de page. J'ai laissé faire. J'étais trop épuisé pour me battre sur ce front-là. Je me disais que l'essentiel était que le domaine soit sauvé. Je pensais naïvement qu'il me serait reconnaissant. Il ne l'a jamais été. Il a pris mon travail, mes idées, et les a présentées comme les siens. J'ai laissé faire, pour l'amour de mon père. Mais ce soir, ils ont franchi une ligne. Ils ne savaient pas que pendant qu'ils me cachaient dans l'ombre, j'y avais construit mon propre royaume. L'invisibilité forcée au sein de ma propre entreprise est devenue, paradoxalement, ma plus grande liberté. Pendant qu'Antoine était occupé à jouer les PDG de magazines,
à voyager en première classe et à dîner dans des restaurants étoilés, il m'a laissé la tâche qu'il jugeait la plus ingrate et la plus ennuyeuse, la gestion quotidienne. Il signait les documents que je lui préparais sans même les lire, trop occupé à peaufiner son prochain discours. Il n'a jamais réalisé que la technicienne, qu'il méprisait, était en train de transformer le domaine en une entreprise incroyablement rentable. Grâce à une optimisation rigoureuse des coûts, à la renégociation de tous nos contrats et au succès grandissant de nos nouvelles cuvées, je dégageais des marges bien plus importantes que prévu. Ces bénéfices, sur le papier, lui revenaient en grande partie. Mais en tant qu'actionnaire à 18%, une part non négligeable m'était due sous forme de dividendes. De l'argent qu'il considérait comme de la monnaie de poche, mais qui, pour moi, est devenu le nerf de la guerre. J'ai créé ma propre société d'investissement, une structure discrète que j'ai baptisée Terra Nova Investment. Mon premier investissement a été un acte de foi. J'ai rencontré, dans un petit café de Montpellier, deux jeunes ingénieurs agronomes, Marc et Julie. Ils étaient brillants, passionnés, mais terriblement intimidés. Ils avaient développé un prototype de drone capable d'analyser la santé de la vigne avec une précision inégalée, mais personne ne voulait financer leur projet. Ils m'ont montré leurs équations, leurs graphiques. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai compris l'essentiel. Ils avaient la même lueur dans les yeux que mon père quand il parlait de ses vignes. J'ai investi 50 000 €, presque toutes mes économies de l'époque. Aujourd'hui, leur société, Viticentri, est évaluée à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et Terra Nova en est l'actionnaire de référence. Après Viticentri, j'ai diversifié. J'ai rencontré Hélène, une femme d'une cinquantaine d'années qui avait tout quitté pour créer une entreprise de logistique, Vinoflow. Son innovation, un emballage isotherme et réutilisable, fabriqué à partir de matériaux recyclés. Elle était sur le point de mettre la clé sous la porte. J'ai aimé son courage, sa vision. J'ai investi, mais plus important encore, je l'ai connecté à mon réseau de vignerons indépendants. Son carnet de commandes a triplé en 6 mois. Au fil des ans, Terra Nova est devenue une toile d'araignée invisible mais puissante, connectant des entreprises innovantes dans le secteur de l'agrotechnologie, de la logistique durable et du marketing digital. Je n'ai jamais cherché à être sur le devant de la scène. Je suis restée une conseillère de l'ombre, une business angel discrète. Mon nom n'apparaissait jamais dans la presse. L'ironie du sort a voulu que Global Beverage Group, le géant qu'Antoine courtisait, soit lui-même un investisseur majeur dans les nouvelles technologies. Leur directeur des investissements pour l'Europe, David Chen, était un homme brillant, qui ne se fiait pas aux apparences. En étudiant le dossier du domaine du bois, il a vu deux histoires contradictoires. D'un côté, le discours marketing lisse d'Antoine. De l'autre, des chiffres de performance et d'innovation spectaculaires qui ne collaient pas avec le profil du PDG. Il a mené sa propre enquête. Il a parlé à des experts, à des fournisseurs. Et tous les chemins l'ont mené à Viticentri, à Vinoflow, et finalement, à moi. Notre premier appel a été surréaliste. Il ne m'a pas parlé de mon frère. Il m'a parlé de mes investissements. Il connaissait mon travail mieux que ma propre famille. Chloé, m'a-t-il dit, nous n'achetons pas des bouteilles, nous achetons des cerveaux. Et le cerveau du domaine du bois, c'est vous. Le problème, c'est que le visage public, c'est votre frère. Et franchement, il nous inquiète. C'est là que nous avons conçu, ensemble, la fameuse clause. Ma signature n'était pas une simple formalité. C'était un veto. Un interrupteur de sécurité. David protégeait son investissement. Et sans le savoir, il me donnait l'arme dont j'allais avoir besoin. Antoine pensait négocier avec des étrangers. Il ne savait pas qu'il parlait à mes alliés. L'accord de 30 millions d'euros n'était pas sa réussite, c'était mon filet de sécurité. Et ce soir, je venais de le retirer. Leur complot pour m'écarter était d'une perversité que même moi, habitué à leur égoïsme, je n'aurais pu imaginer. Il ne s'agissait pas seulement de me marginaliser, mais de m'effacer légalement, de me voler mon nom et mon travail avec le sourire. La preuve de cette trahison m'est arrivée par un canal inattendu, une petite lueur de décence dans un monde de requins. 3 semaines avant le mariage, Antoine m'a convoqué dans son bureau. Il était d'une humeur inhabituellement charmante, m'a servi un café de sa machine dernier cri, m'a demandé des nouvelles de tout et de rien.
Cette amabilité soudaine a immédiatement déclenché mes systèmes d'alarme. Chloé, ma chère sœur, a-t-il commencé, son ton mielleux me donnant la nausée. David Chen et son équipe sont absolument bluffés par notre système de surveillance par drone. Mon système, celui que j'avais développé avec Vitisentry. Ils veulent le dossier complet. Le plan de déploiement, les algorithmes, les projections de rendement, tout. C'est la dernière formalité avant la signature. Tu peux nous préparer ça pour la fin de la semaine? J'ai senti le piège se refermer. Ces informations étaient le cœur de notre avantage concurrentiel. Les lui confier, c'était lui donner les clés de la forteresse. J'ai donné une réponse évasive, prétextant une surcharge de travail. Je vais voir ce que je peux faire, ai-je dit, mon ton plus froid que je ne l'aurais voulu. 2 jours plus tard, mon ordinateur professionnel au domaine a rendu l'âme. Écran noir. Mort. Le nouveau responsable informatique, un jeune homme arrogant embauché par Sophie, a diagnostiqué un virus destructeur d'une rare complexité. Toutes vos données sont corrompues, Chloé. C'est irrécupérable. J'espère que vous aviez une sauvegarde. Son regard contenait une lueur de triomphe à peine dissimulée. Bien sûr que j'avais une sauvegarde. Plusieurs, même. Mais le message était d'une clarté brutale. L'appel d'Antoine, 1 heure plus tard, n'a fait que le confirmer. Sa voix était un chef-d'œuvre de fausse panique. Chloé. Quelle catastrophe. J'ai appris pour ton ordinateur. C'est terrible. Tout notre travail. Écoute, je sais que c'est beaucoup demandé, mais on a absolument besoin de ce dossier pour Global Beverage. S'il te plaît, utilise ta sauvegarde personnelle. L'avenir de notre famille en dépend. Il me peignait comme la seule bouée de sauvetage d'un navire en perdition, alors qu'il venait lui-même de s'aborder ma cabine. J'étais épuisé par cette guerre psychologique. J'allais céder. C'est alors que j'ai reçu un email, envoyé depuis une adresse anonyme. L'expéditeur était Luc, un jeune avocat du cabinet parisien qui gérait la transaction. Je l'avais remarqué 1 an plus tôt lors d'une réunion. Il était le seul à avoir osé contredire poliment son patron sur un point de droit. J'avais apprécié son courage et son intelligence, et je l'avais dit à son supérieur après la réunion. Un petit geste qui, apparemment, avait eu un grand impact sur sa carrière. Son message était laconique. « Chloé, je ne peux rien dire de plus. Lisez attentivement la pièce jointe. Annexe B, clause 11.3. On ne se connaît pas. Cet email n'a jamais existé. Bonne chance. » La pièce jointe était une version de travail de l'accord de restructuration interne, celui qui devait être activé juste après la signature de la fusion. Un document que je n'aurais jamais dû voir. Tremblante, j'ai cherché la clause 11.3. Les mots étaient un jargon juridique complexe, mais le sens était limpide. La clause stipulait que, dans un but d'optimisation de la gouvernance, tout actionnaire détenant moins de 20% des parts, c'est-à-dire moi, avec mes 18%, serait soumis à une offre de rachat obligatoire de la part de l'actionnaire majoritaire, Antoine, à un prix fixé par une évaluation interne, menée par un expert choisi par Sophie. De plus, en attendant le rachat, mes droits de vote seraient temporairement suspendus. C'était un vol à main armée, déguisé en procédure légale. Ils allaient utiliser ma technologie et ma signature pour obtenir 30 millions d'euros, puis utiliser une infime partie de cet argent pour me déposséder de mes parts, me jetant dehors sans rien. Ils ne voulaient pas seulement me marginaliser. Ils voulaient m'effacer de l'histoire du domaine du bois. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un accident. C'était un complot délibéré pour me voler la dernière chose qui me restait, mon héritage. Ils n'avaient pas seulement besoin de ma signature. Ils avaient besoin de mon âme, pour ensuite la jeter. C'est là que j'ai su que je ne devais avoir aucune pitié. Le lundi matin qui a suivi le mariage a été, pour le petit monde du vin de Bordeaux, un véritable tremblement de terre. Le communiqué de presse de Global Beverage Group, diffusé à 8h01, a eu l'effet d'une onde de choc. Les mots « divergence interne imprévue » ont immédiatement été décryptés par les analystes comme un signe de crise profonde au sein du domaine du bois. Le téléphone du Standard, habituellement calme le lundi matin, a été pris d'assaut. J'avais demandé à Marie, la responsable de l'accueil, de me tenir informée.
Elle m'a décrit une scène de panique totale. L'importateur de New York, qui représentait 20% de notre chiffre d'affaires à l'export, a appelé pour suspendre toutes ses commandes. Le responsable des achats d'une grande chaîne d'hôtels de luxe a annulé un contrat de plusieurs centaines de milliers d'euros. Les petits distributeurs, ceux que j'avais personnellement convaincus, appelaient, inquiets, demandant des garanties que personne ne pouvait leur donner. Antoine, m'a dit Marie, s'était enfermé dans son bureau, refusant de prendre le moindre appel. Il avait demandé à son assistante de dire qu'il était en réunion stratégique. La seule personne qu'il a accepté de voir était l'avocat de la famille, qui est ressorti 2 heures plus tard, le visage sombre. La banque a été la plus rapide à réagir. Le prêt relais de plusieurs millions d'euros qu'ils avaient accordé en prévision de la fusion était assorti de clauses très strictes. L'échec de l'accord constituait une rupture de contrat. À 11 heures, un courrier par coursier est arrivé, exigeant une réunion d'urgence et menaçant de geler tous les comptes de l'entreprise. Pendant ce temps, la presse financière s'emparait de l'affaire. Des articles ont commencé à fleurir en ligne, avec des titres assassins, crise de succession au domaine du bois, le mariage maudit de la dynastie du vin, Antoine Dubois, héritier ou fossoyeur. Des sources anonymes, probablement des invités du mariage, ont commencé à parler de la scène de la table de service, de la tension palpable entre le frère et la sœur. Mon nom, autrefois invisible, était soudain sur toutes les lèvres. L'après-midi, le conseil d'administration s'est réuni en urgence par visioconférence. J'ai rejoint l'appel, caméra et micro coupés, simple spectatrice du drame. Antoine est apparu à l'écran, le teint cireux, la mâchoire contractée. Il a tenté de bluffer, de minimiser. C'est un simple contretemps, a-t-il commencé, sa voix manquant de conviction. Nous avons juste besoin de renégocier quelques détails. Je suis confiant. Jean-Pierre, le vieil ami de mon père, l'a interrompu, son ton glacial. Antoine, j'ai eu David Chen au téléphone pendant 1 heure ce matin. Il ne s'agit pas de détails. Il m'a parlé d'un manque de confiance totale dans la direction. Il m'a parlé de manœuvres pour écarter ta sœur. Il m'a dit que Chloé était la seule raison de son intérêt initial. Alors maintenant, tu vas nous dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Antoine est resté silencieux, le regard fuyant. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il était piégé. Avouer la vérité, c'était admettre son incompétence et sa duplicité. Continuer à mentir était impossible. Le silence qui a suivi a été un aveu. Les 3 autres administrateurs se sont regardés, et j'ai su, à ce moment-là, qu'ils l'avaient abandonné. La réunion s'est terminée dans une confusion glaciale. Antoine était seul. Seul dans le grand bureau de notre père, avec les fantômes de ses mensonges pour seule compagnie. Seul, à essayer de recoller les morceaux d'un empire qui se transformait en poussière entre ses doigts. Puis, son téléphone personnel a sonné. Il a dû penser que c'était une autre mauvaise nouvelle. C'était pire. C'était ma mère. J'ai laissé mon téléphone sonner, savourant chaque vibration. Je savais que c'était elle. Je savais ce qu'elle allait dire. J'ai attendu que la sonnerie s'arrête, puis qu'elle rappelle. La 2e fois, j'ai décroché, mais je n'ai pas parlé. J'ai attendu, la laissant baigner dans le silence. Chloé. Sa voix était un fil, tendu à se rompre. Chloé, c'est maman. S'il te plaît, parle-moi. J'ai continué à me taire. Je voulais qu'elle soit la première à supplier. Tu dois arrêter ça, a-t-elle commencé, sa voix prenant une teinte de panique autoritaire. C'est allé trop loin. Tu dois appeler ces gens, leur dire que tu as fait une erreur. Antoine, il est au plus mal. Tu es en train de tout détruire, Chloé. L'œuvre de ton père, notre nom, notre famille. Le mot « famille » a été l'étincelle. Un rire sec, amer, m'a échappé. La famille? Tu oses me parler de famille, maman? La famille, c'est ce qui est censé te protéger, te soutenir. Pas ce qui t'enfonce un couteau dans le dos en souriant. Dis-moi, où était la famille quand je passais mes nuits dans les vignes pour nous sauver de la faillite? Où était la famille quand Antoine paradait dans les magazines avec les médailles que j'avais gagnées? Et surtout, où était la famille quand on m'a humilié devant 200 personnes?
Elle a essayé de se défendre, sa voix devenant pleurnicharde. Oh, Chloé, ne reviens pas là-dessus. C'était une blague de mauvais goût de la part de Sophie. Tu es trop sensible. Tu prends toujours tout au premier degré. Sensible, ai-je répété, ma voix devenant dangereusement calme. Tu appelles ça être sensible? Je crois que le mot juste est lucide. J'ai enfin vu la vérité que j'ai refusé de voir pendant des années. La vérité, maman, c'est que pour toi et pour Antoine, je n'ai jamais été qu'un outil. Un outil utile, certes, mais un outil quand même. Et quand l'outil devient gênant, on le met au rebut. C'est bien ça, votre plan? Le silence à l'autre bout du fil était un aveu. Elle a alors tenté la carte de la culpabilité, l'arme favorite des manipulateurs. Ton père aurait honte de toi. Il a toujours voulu que vous soyez unis, que vous dirigiez le domaine ensemble. Père aurait honte de ce que vous avez fait de son rêve, ai-je rétorqué, ma voix se durcissant. Il aurait honte de voir son fils essayer de voler sa propre sœur. Il aurait honte de voir sa femme cautionner une telle injustice par lâcheté. Père m'a appris une chose essentielle, on ne construit rien de durable sur un sol pourri. Et vous, maman, vous avez laissé la pourriture s'installer. Elle s'est mise à pleurer. Des sanglots bruyants, théâtraux. Mais qu'est-ce que tu veux, Chloé? Dis-moi ce que tu veux. De l'argent? Des excuses? Je ferai n'importe quoi. Dis à Antoine de s'excuser. Il le fera. S'il te plaît, sauve-nous. C'était pathétique. Elle ne comprenait toujours pas. Il ne s'agissait pas d'excuses. Il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de respect. Un respect qui ne pouvait pas être donné, seulement pris. J'ai attendu que ses sanglots se calment. Puis, d'une voix dénuée de toute chaleur, j'ai prononcé la phrase qui a mis un point final à la conversation. Tu veux savoir pourquoi j'ai fait ça, maman? La vraie raison, la seule qui compte? Oui, a-t-elle reniflé. Parce que vous m'avez laissé dîner avec les serveurs, maman. J'ai raccroché. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je savais qu'il n'y en aurait pas. J'avais touché le cœur de la vérité, le moment précis où tout avait basculé, le symbole de toutes les humiliations passées. Pour la première fois de sa vie, ma mère était face à ses propres choix, sans personne pour la protéger des conséquences. Mais Antoine, lui, n'allait pas abandonner si facilement. Acculé, sans le soutien du conseil d'administration et avec la menace de la banqueroute pesant sur lui, Antoine a fait ce que font tous les narcissiques en crise, il a tenté de réécrire la réalité. Il a convoqué une conférence de presse au domaine, une tentative désespérée de reprendre le contrôle de la narration et de se poser en victime. Ce fut son erreur finale, son suicide public. Je l'ai regardé en direct sur mon ordinateur, un verre de « cuvée résilience » à la main. C'était un spectacle à la fois pathétique et fascinant. Il s'est présenté devant une meute de journalistes, le visage mal rasé, les yeux fuyants. Il avait essayé de projeter une image de leader combatif, mais il ressemblait surtout à un homme qui n'avait pas dormi depuis 3 jours. Il a commencé par lire une déclaration, sa voix tremblant légèrement. Il a parlé de « forces extérieures cherchant à déstabiliser un joyau du patrimoine français ». Il a évoqué une « campagne de dénigrement basée sur des rumeurs familiales sans fondement ». Il a même osé parler de sa relation complexe mais aimante avec sa sœur. Les journalistes l'ont écouté poliment, puis le carnage a commencé. La première question, posée par une journaliste du Monde, a été directe. Monsieur Dubois, vous parlez de rumeurs, mais pouvez-vous nier l'existence d'une clause dans un projet d'accord visant à priver votre sœur de ses droits de vote? Le visage d'Antoine est devenu livide. Il a bafouillé. Ce document était une simple piste de travail, exploratoire, qui a été sortie de son contexte. Un autre journaliste, de l'AFP, a enchaîné. Le PDG de Global Beverage Group a affirmé que l'annulation était due à un manque de confiance totale dans votre direction. Comment répondez-vous à cela? David Chen est un homme d'affaires respectable, mais il a été mal informé par des personnes ayant leur propre agenda, a-t-il tenté, s'enfonçant encore plus. La conférence de presse a viré au fiasco. Chaque question était une torpille qui éventrait un peu plus la coque de son navire en perdition.
Il a été interrogé sur ses compétences, sur ses résultats, sur son rôle exact lors de la crise du mildiou. À chaque fois, ses réponses étaient évasives, contradictoires. Il transpirait à grosses gouttes, passant son temps à ajuster sa cravate comme si elle l'étranglait. Le coup de grâce est venu d'une jeune journaliste d'un blog spécialisé dans le vin, que personne n'attendait. Elle a posé une question simple, presque naïve. Monsieur Dubois, au-delà des chiffres et des contrats, pouvez-vous nous dire, en vos propres mots, ce que votre sœur, Chloé, représente pour le domaine du bois? Il est resté silencieux. 1 seconde. 2 secondes. 10 secondes. Un silence assourdissant, retransmis en direct à la télévision nationale. Il ne pouvait pas dire la vérité, car la vérité était qu'elle représentait tout. Il ne pouvait pas mentir, car ses mensonges précédents avaient déjà été exposés. Il était piégé par la simplicité de la question. Finalement, il a murmuré, « Elle est ma sœur ». Cette réponse, si vide, si pathétique, a scellé son sort. Ce n'était plus un PDG. C'était juste un petit garçon qui venait d'être pris en faute. Il a mis fin à la conférence de presse brutalement, bousculant presque son pupitre, et s'est enfui de la scène sous les flashs des appareils photo. Ce soir-là, les journaux télévisés n'ont pas été tendres. Ils ont diffusé en boucle le long silence d'Antoine, l'analysant comme le symbole de son échec. Il n'avait pas seulement perdu un accord à 30 millions. Il avait perdu toute crédibilité. Il avait perdu la face. Le roi était nu. L'empire qu'il avait prétendu diriger n'était qu'une illusion. Et pendant qu'il sombrait, je recevais un appel. Un appel qui allait tout changer, encore une fois. L'appel de David Chen est arrivé alors que les images de la débâcle de mon frère tournaient encore en boucle sur les chaînes d'information. Son ton était direct, sans préambule. Chloé, nous avons vu. C'est terminé pour lui. La question maintenant est, que voulez-vous faire? Que voulez-vous dire, David, ai-je demandé, même si je savais parfaitement où il voulait en venir. Je veux dire que le domaine du bois est à un tournant. Il peut soit sombrer dans l'oubli, soit renaître de ses cendres. Notre conseil d'administration a pris une décision. Nous ne voulons plus être un partenaire. Nous voulons être le catalyseur de cette renaissance. Et pour cela, nous avons besoin d'un leader. Nous avons besoin de vous. Son plan était d'une simplicité et d'une audace redoutables. Global Beverage Group va lancer une offre publique d'achat hostile sur le domaine du bois-vin. Avec la chute de la valorisation et la panique des actionnaires, nous pouvons prendre le contrôle majoritaire en quelques semaines. Nous allons racheter les parts de votre frère, de votre mère, et de tous ceux qui les ont soutenus. Ils n'auront pas le choix, ce sera ça ou la faillite. Il a fait une pause, me laissant absorber l'information. Une fois que nous aurons le contrôle, nous vous nommerons présidente directrice générale. Vous ne serez pas une employée, Chloé. Vous serez notre partenaire. Nous vous offrirons une part significative du capital de la nouvelle structure. Vous aurez carte blanche pour reconstruire, pour innover, pour diriger le domaine comme il aurait toujours dû l'être. Nous fournissons le capital et le réseau. Vous fournissez le cerveau et l'âme. C'était plus que ce que j'avais jamais osé espérer. Ce n'était pas une simple promotion. C'était une restauration. Une restitution de ce qui m'avait été volé, non pas par la force, mais par la logique implacable des affaires. Les semaines qui ont suivi ont été les plus intenses de ma vie. J'ai travaillé main dans la main avec les équipes de David. Des journées de 18 heures, passées avec des avocats, des analystes financiers, des stratèges en communication. J'ai ouvert mes livres, partagé mes connaissances, mes projections, ma vision pour l'avenir. Pour la première fois, j'étais écouté, respecté, admiré pour mes compétences. L'OPA a été lancée. Ce fut une bataille courte mais brutale. Antoine et ma mère ont tenté de monter une contre-offre, de trouver d'autres investisseurs. Mais leur réputation était en lambeaux. Personne ne voulait miser sur un cheval perdant. Ils ont dû se rendre à l'évidence. Leur avocat leur a conseillé d'accepter l'offre pour sauver ce qui pouvait encore l'être. Le jour de la signature finale s'est déroulé dans une grande salle de réunion d'un cabinet d'avocats parisien. La table en acajou était immense, séparant les deux camps comme une frontière infranchissable. Antoine était là, le regard vide,
ayant vieilli de 10 ans en un mois. Ma mère était à ses côtés, le visage ravagé par des larmes silencieuses. Ils n'ont pas prononcé un mot. Ils ont signé les documents que leur avocat leur tendait, des gestes mécaniques, comme des automates. Quand ce fut mon tour de signer, mon stylo a glissé sur le papier, mon nom s'inscrivant en lettres pleines et assurées. En sortant de l'immeuble, l'air de Paris m'a semblé plus léger. Je n'ai ressenti ni exultation, ni triomphe. Juste un profond sentiment de paix. La boucle était bouclée. La semaine suivante, j'ai repris la route de Bordeaux. Mais cette fois, je ne venais pas en tant qu'invité toléré. Je venais en tant que propriétaire. J'ai garé ma voiture sur la place de parking réservée à la direction, celle qui avait été vide depuis la mort de mon père. En entrant dans le hall, j'ai été accueilli par le silence. Les employés s'étaient arrêtés de travailler, me regardant. J'ai vu de l'appréhension dans leurs yeux, mais aussi, chez les plus anciens, une lueur d'espoir. Je ne suis pas allé dans le bureau du PDG. Je suis allé directement à la cave. J'ai salué Jean, le maître de chai. Il m'a regardé, ses yeux plissés par des années de travail. Il a hoché la tête lentement. « Bienvenue chez vous, mademoiselle Chloé », a-t-il dit. Ce n'était pas la fin d'une histoire. C'était le tout début. Aujourd'hui, 5 ans ont passé depuis ce jour. Le bureau du PDG n'a plus rien à voir avec le mausolée sombre qu'il était. J'ai fait abattre une cloison pour créer un espace ouvert et lumineux, où les murs sont couverts de cartes de nos terroirs et de photos de nos équipes. La grande table en acajou a été remplacée par une table de ferme en bois brut, autour de laquelle nous nous réunissons chaque semaine, du chef de culture au responsable marketing. La hiérarchie a laissé place à la collaboration. Le domaine du bois vin est méconnaissable. Nous sommes devenus des pionniers de la viticulture régénérative, rendant à la terre plus que ce que nous lui prenons. Nos vins remportent des prix internationaux, non pas grâce à des campagnes marketing tapageuses, mais grâce à leur qualité intrinsèque, à leur authenticité. Et, ce dont je suis le plus fier, nous avons mis en place un programme de participation aux bénéfices et de formation continue pour chaque employé. Parce qu'un domaine viticole n'est pas seulement une terre et une marque, c'est avant tout une communauté humaine. Et ma famille ? Le mot a pris un sens différent pour moi. Ma famille, aujourd'hui, ce sont les gens qui travaillent à mes côtés, qui partagent ma passion et mes valeurs. Quant à ma famille de sang, les liens se sont distendus, transformés par les événements. Antoine vit à l'étranger. Il a tenté de se lancer dans diverses affaires, sans grand succès. Nous échangeons quelques emails polis par an, pour les anniversaires et les fêtes. Des messages vides de toute substance, comme des lettres administratives. Il n'y a plus de colère entre nous, seulement une distance infranchissable. Ma mère est celle qui a le plus changé. Après des années d'un silence boudeur, elle a commencé à m'appeler. D'abord timidement, puis plus régulièrement. Nos conversations sont encore maladroites, pleines de non-dits. Elle ne s'est jamais excusée frontalement, ce n'est pas dans sa nature. Mais l'autre jour, elle m'a dit, « Ton père serait si fier de toi, Chloé. Tu as fait ce qu'il aurait voulu. » C'était sa façon de demander pardon. Je ne sais pas si je pourrai pardonner un jour, mais j'ai appris à accepter. Cette histoire, que j'ai voulu partager avec vous, n'est pas une histoire de vengeance. La vengeance est un poison qui finit par ronger celui qui le manie. C'est une histoire de justice. La justice de reprendre la place qui vous est due, non pas par la naissance, mais par le mérite. On m'a dit, par des humiliations et des silences, que ma place était dans un coin, dans l'ombre. L'erreur qu'ils ont commise, c'est de ne pas réaliser que c'est dans l'ombre que les racines poussent le plus fort. Ils ont confondu ma patience avec de la faiblesse, mon silence avec une acceptation. La leçon que je veux vous transmettre aujourd'hui est simple. Ne laissez jamais personne, que ce soit votre famille, votre patron ou la société, vous dicter votre valeur. Si on vous refuse une place à la table, ne baissez pas la tête. Ne demandez pas la permission. Levez-vous, et allez construire votre propre table. Une table où vous fixerez les règles, où le respect ne sera pas une option, mais un prérequis. Maintenant, c'est à votre tour. Je veux entendre votre voix. Pensez-vous que j'ai été trop loin, ou ai-je simplement rétabli un équilibre qui avait été rompu? Avez-vous, vous aussi, connu une situation où vous avez été sous-estimé, mis de côté?
Racontez-moi votre histoire de « table près des cuisines ». Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires. Votre histoire est importante. Si ce récit a résonné en vous, si vous croyez que le travail acharné et l'intégrité finissent toujours par payer, alors montrez votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime ». Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car il y a encore tant d'histoires de résilience, de courage et de justice à partager. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.